Les Capulets détestaient les Montaigu. Les Montaigu haïssaient les Capulets. C'était un fait connu dans tout Vérone, si bien que leur inimitié remonta si loin dans le temps que nul, y compris les intéressés eux-mêmes, n'eût pu dire pourquoi, ni comment elle était née. Lorsqu'un membre des deux clans croisait par hasard un membre du clan adverse, insultes et provocations fusaient de toutes parts. Et, la fougue de la jeunesse aidant, car si l'animosité des patriarches les poussait à s'éviter, leurs descendants, en revanche, recherchaient l'affrontement. Ces rencontres se soldaient souvent par des morts, si bien que, de duel en traquenards, l'héréditaire querelle s'envenimait de jour en jour, mettant la ville à feu et à sang. Le prince régnant, las de cet état de choses, finit par décréter que tout acte de violence commis en public encourait la peine capitale. Il espérait, de la sorte, calmer les belligérants à défaut de les réconcilier, car la crainte, dit-on, est le commencement de la sagesse. Hélas, il n'en fut rien, les escarmouches continuèrent comme par le passé. C'est dans ce climat tendu que, telle une fleur sur un charnier, naquit l'amour de Roméo et Juliette. Il était Montaigu, elle Capulet, rien, logiquement, ne les destinait à se fréquenter, ni a fortiori à s'éprendre l'un de l'autre. Mais la destinée se rit des préjugés humains. Ayant appris que les Capulets organisaient une réception, Roméo, escorté de ses deux cousins Mercutio et Benvenuto, décida de s'y rendre. Tous trois étaient masqués, escomptant incognito jouer quelques tours pendables à leur ennemi ou à défaut, semer le désordre parmi les convives. Mêlés à la foule, ils cherchaient un mauvais coup à perpétrer lorsque Roméo avisa, sur la piste de danse, une jeune fille si belle qu'il en fut bouleversé. « Quelle est donc cette personne ?» demanda-t-il à un valet. « La fille du seigneur Capulet », lui fut-il répondu. « Elle fête aujourd'hui ses 15 ans, et c'est en son honneur qu'on lui eut ses réjouissances. » Si Roméo avait possédé une once de bon sens, il eût tué dans l'œuf la funeste passion qui s'éveillait en lui. Mais c'était un jeune homme sensible, enclin au rêve et à la poésie, toutes choses alternant le discernement. Abandonnant ses compagnons, il se glissa donc parmi les invités afin de s'approcher de l'objet de son désir. De près, Juliette lui plut encore davantage. Il l'admirait bouche bée lorsqu'elle le remarqua. Leurs regards se croisèrent et aussitôt entre eux jaillit cette étincelle que l'on nomme coup de foudre, tant en raison de sa force que de sa soudaineté. Et, sans avoir échangé un seul mot, ces deux enfants que tout séparait se surent destinés l'un à l'autre. L'instant d'après, d'un accord tacite, ils fuyaient la lumière et le bruit pour se réfugier dans les jardins où la lune, complice, eut la primeur de leurs émois. Cette nuit-là fut celle des serments échangés. Main dans la main, lèvre contre lèvre, Roméo et Juliette se promirent de s'aimer à jamais, en dépit des rivalités de leur famille. Un baiser scella ce pacte intransgressible et le chant du rossignol, dans les arbres voisins, couvrit jusqu'à l'aube leurs soupirs de joie. Se séparer après ces heures exquises leur fut, long sans doute, un déchirement. Mais les parents de Juliette la cherchaient à grands cris, les cousins de Roméo également, et mieux valait ne pas éveiller leurs soupçons. « Retrouvons-nous à 9h, à l'église », décidèrent-ils. Ce lieu était le seul, en ces temps reculés, où une jeune fille pouvait se rendre sans surveillance. Et, tremblant de passion, ils partirent chacun de son côté. Or,
Si Juliette gagna sa chambre pour prendre un peu de repos, Roméo, lui, courut chez son confesseur. À cette heure matinale, ce dernier, un chapelain nommé frère Enzo, cueillait des plantes médicinales dont il faisait d'excellents remèdes, car non content de prêcher la bonne parole à ses semblables, il s'employait aussi à soulager leurs maux, convaincu que la paix de l'âme passe par celle du corps. Le jeune homme lui confia tout de go son aventure. « Si vous aimez cette femme avec une telle ardeur, vous devez l'épouser, » assura le saint homme. « Car, tant qu'à être unis, mieux vaut que ce soit avec l'accord de Dieu que sous l'impulsion du diable. »« C'est précisément ce que j'attends de vous, » répondit Roméo. « Pouvez-vous nous marier en secret ? Juliette doit me rejoindre tantôt à l'église. Nous voudrions en repartir mari et femme. » Préférant le mensonge au péché de la chair, frère Enzo accepta. L'on imagine sans peine le bonheur des tourtereaux échangeant le oui sacré sous un regard bienveillant. Ainsi donc, quelques heures seulement après leur rencontre, Juliette, à l'insu de tous, devint une Montaigu et Roméo fit sienne l'ennemi ancestral. Restait à l'annoncer à la face du monde, ce qui promettait de s'avérer périlleux. Mais si l'amour, ainsi que le prétend l'adage, rend aveugle et sourd, il stimule également le courage. « J'irai, ce soir même, parler à ton père, » dit Roméo à son épouse. Devant le fait accompli, il ne pourra que s'incliner, car nul humain, fût-il le plus puissant des rois, n'a le pouvoir de défaire ce que Dieu a lié. Hélas, la destinée lui joua un nouveau tour. Comme il se rendait chez les Capulets, un attroupement attira son attention. Saisi d'un sombre pressentiment, il fendit la cohue et le spectacle qu'il vit le fit frémir d'effroi. Stimulés par leurs amis respectifs, le fougueux Mercutio et Tybalt, frères de Juliette, se battaient en duel. En vain Roméo tenta de s'interposer, exhortant les adversaires à rengainer leurs armes avant l'issue fatale. Ceux-ci, tout à leur joute, ne l'entendirent même pas, si bien qu'un coup mortel, porté par Tybalt, frappa bientôt Mercutio en plein cœur. Lorsque Roméo vit tomber son cousin, son sang ne fit qu'un tour, arrachant l'épée aux doigts crispés du moribond. Il s'élança vers le vainqueur et le pourfendit de haut en bas. Puis, réalisant l'ampleur du désastre, il s'effondra en pleurs, tandis que le prince, mandé d'urgence, accourait, suivi de sa garde. L'altercation, par chance, avait eu de nombreux témoins. Leur récit minimisa la responsabilité du jeune homme dont le geste, affirma la foule, avait été dicté par une indignation bien légitime, après qu'il eut tenté de séparer les combattants. Cela sauva sa tête. Le prince commut en l'exécution en bannissement. « Quittez Vérone aujourd'hui même pour Mantoue, » ordonna-t-il, « et n'y revenez jamais, sous peine de mort. Puis-je au moins dire adieu à ma famille ?» implora le coupable. « Je vous y autorise. Mais si, demain matin, vous êtes encore ici, soyez certain que l'on vous abattra sans sommation. » Ayant fait son bagage et embrassé ses parents éplorés, Roméo s'en fut retrouver frère Enzo. « Un mariage, lui dit-il, est nul et non avenu s'il n'est pas consommé. Vous qui avez béni notre alliance, pouvez-vous faire en sorte que je passe ma nuit de noces auprès de mon épouse ? Je vais m'y employer, promit le chapelain. Et, toutes ces affaires cessantes, il se rendit chez les Capulets. Il y trouva Juliette en proie à un grand désarroi. Elle avait appris la disgrâce frappant son époux et,
désespérait de jamais le revoir. Par ailleurs, la perte d'un frère très cher l'affligeait à l'extrême, et qu'il eût péri de la main bien-aimée, plus encore. Frère Enzo fit de son mieux pour la réconforter. « Roméo, lui dit-il, n'a été dans cette affaire que le jouet de la fatalité, victime tout autant que vous du malheur qui vous frappe. Il vous implore à genoux de lui accorder votre pardon avant que l'exil ne vous ravisse l'un à l'autre pour de longues années. » Touchée par ce discours, Juliette en admit le bien fondé et s'empressa d'exposer au chapelain le plan que, malgré son chagrin, elle avait élaboré. À minuit, lorsque tous dormiront, j'accrocherai une corde au balcon de ma chambre afin que mon époux monte m'y rejoindre. Puis, avant que la nuit s'achève, il repartira par le même chemin. Ainsi fit-elle, de sorte qu'en dépit de l'acharnement du sort, le couple connut quand même quelques heures de bonheur. Aux premières lueurs de l'aube, Roméo, qui somnolait, s'éveilla en sursaut. « Je dois partir, dit-il. Écoute, le chant de l'alouette annonce le lever du jour. » Mais Juliette, à qui le temps avait paru trop court, n'en crut mot. « Tu te trompes, » répondit-elle en lui nouant ses bras autour du cou. « Ce n'est pas le chant de l'alouette que tu entends, mais celui du rossignol, célébrant le culte de la lune. » Comment secouer de si douces chaînes ? Le jeune homme, oubliant la menace qui pesait sur sa tête, répondit au transport de son épouse en la couvrant de baisers. Les trilles de l'oiseau à nouveau s'élevèrent, interrompant l'étreinte. « Cette fois, c'est l'alouette !» s'écria Roméo. « Non, le rossignol !» s'entêtait Juliette en tendant ses lèvres. Au même instant, un galop de cheval résonna dans le lointain. « Ciel, la garde !» s'écria la jeune femme. « Mais alors, il fait jour !» Et de constater qu'en effet, l'horizon blanchissait à l'est. Le galop, quant à lui, se rapprochait d'inquiétante façon. « Misérable que je suis !» gémit alors Juliette en se tordant les mains. « Je t'ai retenu au risque de ta vie. Fasse le ciel que ce retard ne te soit point préjudiciable. Sauve-toi, amour. Pour ma part, je vais tenter d'empêcher qu'on te poursuive. » Et, tandis que son époux fuyait comme un voleur, elle se porta au-devant du cavalier. Or, contrairement à ce qu'elle avait cru, il ne s'agissait pas d'un garde, mais d'un oblio partant à la chasse. En la voyant, toute blanche dans sa chemise de nuit, il sentit son cœur s'émouvoir. « Qu'est-ce qui vous a tiré du lit de si bonne heure, mamie ?» s'enquit-il galamment. « L'amour, » répondit-elle. Se méprenant sur ces paroles, le noblio courut demander sa main à son père, qui la lui accorda sur l'heure. Juliette eut beau pleurer, tempêter, affirmer qu'elle n'avait aucun goût pour le mariage et se destinait au couvent, rien n'y fit. Devant l'obstination paternelle, la jeune femme fut tentée d'avouer la vérité. Mais deux raisons la retinrent, dont chacune eût suffi à la faire renier. La première étant qu'elle se fut, sans autorisation, mariée, et la seconde à un Montaigu, qui de plus est, n'était autre que l'assassin de son frère. Un père digne de ce nom pouvait-il décemment accepter un tel gendre ? Non, raisonna Juliette en son fort intérieur, il payerait plutôt ses sbires afin qu'ils aillent à Mantoue et le tuent. Elle se tut donc, mais, ne voulant pas se rendre coupable de bigamie, s'en fut sans tarder consulter frère Enzo. « Feignez d'accepter, ma chère enfant, » lui confia ce dernier. « Ayez même l'air heureuse, cela donnera le change. Et, la veille du mariage, avant de vous coucher, buvez la décoction que voici. »
elle vous plongera dans un coma ayant l'apparence de la mort. Cet état d'inconscience durera 3 jours, au terme desquels vous vous éveillerez comme d'un sommeil ordinaire. Entre-temps, j'aurai fait prévenir Roméo afin qu'il revienne nuitamment et soit là pour vous accueillir dans le caveau de la famille où l'on vous aura inhumé. Dès lors, rien ne s'opposera à ce qu'il vous emmène à Mantoue, où vous pourrez enfin mener la vie commune qui convient à un couple. Ce plan, pour astucieux qu'il fut, plongea Juliette dans une grande frayeur, car à l'idée de séjourner, même temporairement, dans le séjour des morts, elle se sentait défaillir. « Êtes-vous sûr que mon époux sera près de moi quand je reprendrai mes esprits ?» insista-t-elle d'une voix tremblante. « Sûr et certain, n'ayez aucune crainte. »« Et cette potion a-t-elle mauvais goût? Ses effets sont-ils douloureux ?»« Que nenni! Vous vous endormirez sans vous en rendre compte, avec, sur la langue, un parfum de sauge. » À demi rassurée, Juliette s'en alla en emportant la fiole et se comporta comme on le lui avait recommandé. Ravi de ce revirement, son père fixa la noce au vendredi suivant, c'est-à-dire une semaine plus tard, ce qui laissait à Enzo le temps de prendre ses dispositions, à savoir écrire à Roméo afin de lui exposer les faits et charger un émissaire de lui porter la lettre. Toutes ces choses ayant été accomplies en temps et en heure, le bon moine attendit placidement la date fatidique. Du côté de Juliette, l'attente était bien moins sereine. L'impatience et l'anxiété se disputaient sur son cœur au point qu'elle en perdit le boire et le manger. Tantôt, elle souhaitait ardemment être d'une semaine plus vieille pour revoir celui qu'elle aimait plus qu'elle-même. À d'autres moments, l'horreur du subterfuge la glaçait et elle s'imaginait rampant sur un sol jonché d'ossements dans les ténèbres de la nécropole. Une terreur sans nom s'emparait alors de son âme et elle manquait tourner de l'œil. L'on mit ses humeurs changeantes sur le compte d'un émoi, ma foi, bien légitime chez une future épouse. Par ailleurs, les préparatifs de la cérémonie occupaient les esprits, ainsi que la confection de la robe de mariée à laquelle 50 dentelières travaillaient nuit et jour. Cette fièvre joyeuse, succédant au jour de deuil, fit que l'on négligea quelque peu la jeune femme, ce que son entourage devait se reprocher cruellement par la suite. Juliette, prétextant une migraine, gagna tôt sa chambre. Là, elle se coiffa, se maquilla, revêtut sa tenue de noces, car à l'instant des retrouvailles, elle voulait paraître à son avantage et, ayant absorbé la potion d'Enzo, se mit au lit. L'on devine aisément le chagrin de ses parents lorsque le lendemain matin ils découvrirent le drame. Vérone retentit de leurs cris de désespoir ainsi que des pleurs du malheureux fiancé. Toute la ville défila devant la fragile dépouille vêtue de blanc, ce qui fit dire aux bonnes gens que, renonçant aux amours terrestres, Juliette s'était parée pour épouser la mort. Chacun se rappela qu'elle avait, peu de temps auparavant, émis le vœu d'entrer au couvent, ce à quoi son père s'était opposé. Le bruit courut alors que la pauvrette, afin de préserver sa pureté originelle, n'avait eu d'autre choix que de se détruire, et il s'en fallut de peu qu'on la sanctifiât comme vierge et martyre. Frère Enzo, qui seul connaissait le fin mot de l'histoire, vint et la bénit avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Le corps fut déposé dans la crypte familiale aux côtés de celui de Tybalt, et les Capulets, doublement éprouvés, se retirèrent pour pleurer leur défunt. 3 jours passèrent. Quelques heures avant le réveil de Juliette, le chapelain qui prenait le frais sur le pas de sa porte vit arriver l'émissaire, chargé par ses soins d'avertir Roméo. « Mais dans quel état, grand Dieu !»
couvert de blessures, les habits déchirés et titubant comme un homme ivre. L'ayant reconforté à l'aide d'une tisane de sa composition, frère Enzo s'enquit de ce qui s'était passé. Des brigands m'ont attaqué, dépouillé et laissé pour mort, expliqua l'émissaire. Avant que vous ayez atteint Mantoue ou au retour? Avant. À ces mots, l'angoisse étreignit le bon moine. Vous n'avez donc point vu le seigneur Roméo? Non, répondit l'émissaire. Je suis resté plusieurs jours inconscient sur le bord de la route avant de me traîner jusqu'ici. D'ailleurs, voici votre missive. De ses hardes, il sortit un parchemin taché de sang. Bigre, se dit alors frère Enzo. Voilà qui contrecarre fichtrement nos projets. Comment réagira Juliette en se réveillant dans la crypte sans le secours de son époux et de s'imaginer la terreur de la pauvre enfant, seule dans le noir en compagnie des trépassés? Cela ne se peut, décida-t-il. Je vais aller, moi, l'assister et lui offrir de la cacher jusqu'à l'arrivée de Roméo. Il prit aussitôt le chemin du cimetière. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la rumeur du décès de Juliette était parvenue depuis la veille à Mantoue. Roméo, en apprenant cette terrible nouvelle, était accouru à bride abattu afin de revoir une dernière fois celle qu'il aimait. Si bien que, devant le caveau des Capulets, le bon moine tomba sur Balthazar, son valet qui faisait les 100 pas. « Mon maître est auprès de son épouse », lui expliqua ce dernier. « Il m'a expressément interdit de le suivre, ce dont je suis fort aise, car je crains les fantômes. » Tout en riant de sa superstition, frère Enzo fit volte-face, puisque les choses, en dépit du fâcheux contretemps que l'on sait, se déroulaient comme prévu. Sa présence était inutile. En bénissant le Très-Haut d'avoir, par un prodigieux tour de passe-passe, résolu le problème, ce qui de son propre aveu le soulageait d'un grand poids, le saint homme rentra chez lui, la conscience en paix. Au même moment, dans la crypte, Roméo, cédant au désespoir, se poignardait sur le corps sans vie de Juliette, ou du moins ce qu'il prenait pour tel, et ce, quelques minutes avant qu'elle s'éveillât. Lorsque la jeune femme ouvrit les yeux, elle eut grand peur. Le long sommeil avait effacé de sa mémoire les tristes événements qui précèdent, les remplaçant par de beaux rêves. Elle s'était vue en songe, dans les bras de son époux, en l'apercevant, à la lueur des torches qu'il avait pris soin de disséminer un peu partout, allongé tout sanglant près d'elle, elle crut d'abord à un cauchemar. Puis, les souvenirs lui revenant peu à peu, l'horreur de la situation lui apparut. La crypte, alors, retentit de ses plaintes, et Balthazar, glacé d'épouvante, s'en fut raconter à la ronde qu'il avait ouï le cri d'un spectre montant des profondeurs d'une tombe, ce dont on le moqua beaucoup avant de colporter partout ses niaiseries, qui parvinrent quelques heures plus tard aux oreilles du frère Enzo, et l'inquiétèrent grandement. Afin d'en avoir le cœur net, il retourna au cimetière et, cette fois, pénétra dans le mausolée. Le spectacle qu'il y vit le frappa de stupeur. Parmi les cadavres de la famille Capulet gisaient ceux, encore chauds, de Roméo et Juliette. Car cette dernière, incapable de survivre à la perte de son époux, avait pris le poignard qu'il tenait encore à la main et s'en était tranché la gorge. Cette fin tragique plongea l'Italie entière dans un océan de tristesse. Roméo et Juliette furent enterrés côte à côte, réunis enfin pour l'éternité. Et sur leur tombe l'on peut lire « Si gisent les amants de Vérone, tués par des haines imbéciles, passant, puisse leur exemple t'inciter à la concorde et au pardon. »